je voyais ces personnes en détresse profonde. Et quand on commençait une séance d'hypnose à juste porter légèrement d'attention sur l'écoute de soi, l'écoute de l'inconscient, elles découvrent un nouveau monde et elles se disent, mais en fait, il y avait ça. Aujourd'hui, nous accueillons Esteban Vio. Esteban, tu es spécialiste de l'hypnose. Merci d'être avec nous sur le podcast Vivre Mieux. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce podcast. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger directement et de parler d'hypnose ensemble. Oui, avec plaisir pour moi aussi. C'est un sujet qui me paraît important et important aussi pour notre audience. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton activité ? Alors, je m'appelle Esteban Vio, je suis hypnopraticien, ce qui signifie que je pratique l'hypnose dans le milieu thérapeutique pour accompagner des gens de manière générale sur diverses problématiques. On y reviendra par la suite, j'imagine. D'accord. Très intéressant. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ton expérience en hypnose ? Comment ça se passe, une séance d'hypnose, etc. L'objectif de l'hypnose, en fait, c'est d'aller modifier l'état de conscience, modifier sa part subjective pour accéder à des ressources intérieures. On part du principe qu'en fait, on a des ressources à l'intérieur de nous qui nous permettent de régler des problématiques de vie, mais qu'on n'arrivera pas à y accéder par l'état de conscience commun, normal, dans lequel nous sommes fréquemment, la majorité du temps. Donc, on va modifier notre état de conscience dans l'objectif d'aller chercher ces ressources à l'intérieur de nous pour aller de l'avant, tout simplement. D'accord. Et alors, comment est-ce que cet objectif est atteint ? C'est-à-dire, tu as dit le but, c'est d'amener la personne à se révéler ou à révéler une façon de voir les choses, je pense, ou un certain schéma de pensée. Qu'est-ce qui se joue ? Comment est-ce qu'on atteint ça ? Alors du coup, on pourrait développer très longtemps sur les moyens et la mise en œuvre de l'hypnose, mais de manière générale, c'est effectivement le concept de suggestion qui est intéressant et qui est important. Le but, c'est qu'en modifiant l'état de conscience, on modifie sa part subjective, on interagit avec nous d'une manière complètement différente, on prend de la distance un petit peu avec notre vie, avec notre manière d'interagir avec le monde, et c'est là où on peut avoir un levier d'action différent, un plus grand levier d'action, pour pouvoir moduler, interagir avec ce qui est important pour nous, et ce qui nécessite une petite aide qui est parfois importante à avoir, une aide extérieure en fait, quand on est trop bloqué dans une problématique de vie spécifique. Et ouais, il existe beaucoup d'hypnoses différentes, l'hypnose conversationnelle. La plus répandue, on entend souvent parler d'hypnose ericksonienne, donc l'hypnose de Milton Erickson. Il a vraiment révolutionné le milieu de l'hypnose. Et toutes les formes d'hypnose vont en fait jouer de manière générale avec ce principe de subjectivité, ce principe d'état de conscience pour aller chercher ces fameuses ressources à l'intérieur de nous. Avant-hier, c'était une séance un petit peu particulière parce que c'était une personne qui était au potentiel intellectuel, diagnostiquée autiste et au potentiel, une hyper émotionnel, hyper sensoriel, tout hyper, quoi. D'accord. Et elle pensait en fois 2,5. Quand elle parlait, quand elle pensait, etc., c'était à fond. Elle parlait comme ça tout le temps et elle savait pas apaiser son esprit. Et en fait, je me suis basé sur son rythme et j'ai commencé à faire de l'hypnose en fois 2,5 et puis petit à petit, on a apaisé le rythme ensemble et elle s'est rendue compte qu'elle pouvait apaiser le rythme de ses pensées pour vraiment apprécier les choses à la fin de la séance déjà. Et elle parlait tout calme, elle m'a dit c'est la première fois de ma vie que j'arrive à apaiser comme ça. Donc voilà, ça c'était avant-hier, donc ça me revient à l'esprit, mais ça permet directement d'apaiser comme ça et j'étais fier qu'elle puisse apaiser ses pensées. Ah oui, d'accord. Et donc, à travers cette séance, elle va pouvoir faire perdurer ses effets aussi dans sa vie au quotidien. Exactement, c'est ça. Alors, on va se revoir, mais le but, c'était aussi de lui donner un outil. Elle a vu à quel point elle pouvait... C'est comme lui montrer un potentiel qu'elle ne connaissait pas avant. On lui a dit, et je lui ai montré que par elle-même, parce qu'au final, moi, j'ai juste parlé, j'ai parlé d'une vitesse différente, je me suis synchronisé, en fait. Je me suis synchronisé sur elle. Et ensuite, je lui ai dit, écoute, si tu te sens, tu peux me suivre sur ce rythme. Et on a descendu de rythme. Et elle a constaté qu'elle pouvait le faire. Alors, évidemment, je l'ai accompagnée sur la première fois, mais ça montre bien que par la suite, elle pourra, petit à petit, avec de l'entraînement aussi, modifier peut-être son état de conscience pour apaiser les pensées. Parce que quand on est hyper intellectuel, émotionnel, sensible, ça part trop vite. Et puis, on a parfois des crises d'anxiété, etc. qui naissent. Donc là, elle a l'outil pour le long terme. D'accord. Bon, c'est super intéressant. Alors, est-ce que moi, ça me fait penser à... Est-ce que tu aurais, tu vois, peut-être un conseil pour l'audience qui peut-être rencontre des blocages et hésite, tu vois, pour quel outil utiliser pour dépasser ce blocage ? Est-ce que tu aurais un message pour eux par rapport à l'hypnose, par exemple ? Oui, carrément. Écoutez, en fait, ce que je conseille souvent, sans utiliser forcément d'hypnose, c'est de récupérer un concept qu'il y a dans l'hypnose. D'ailleurs, ce que je fais sur Instagram, c'est de récupérer en fait ce qu'il y a à l'intérieur pour aider chacun sur certaines problématiques. Mais le but, c'est que souvent, quand vous avez une difficulté,
Quand vous avez une problématique, que vous avez du mal à vous en extirper, à vous en sortir, au lieu de partir, de courir loin de cette difficulté, observez-la, regardez-la, donnez-lui une forme. Parce que c'est la forme qui va vous permettre de directement interagir avec et de dépasser votre problématique. Alors écoutez-la si elle a quelque chose à dire. Imaginez peut-être n'importe quoi, une couleur qui lui correspond, une forme, peut-être un visage. Des fois c'est un rond, des fois c'est un carré, des fois c'est une lumière, une énergie. De lui donner une consistance qui vous permettra d'interagir avec de manière beaucoup plus puissante et importante. Et ce sera beaucoup mieux pour vous de pouvoir avancer avec cette dynamique-là. Parce qu'en donnant une consistance, vous pouvez agir sur vos problématiques. D'accord. Donc, c'est pouvoir alors, avoir une. Ok, donc, donner une forme à son problème pour pouvoir l'avoir face à soi et non plus être dans un évitement ou dans quelque chose qui coule, en fait. Exactement. Façon de. Ouais. C'est ça. D'accord. Eh bien, bah, comment dire? Merci parce que c'est quand même pas un conseil qu'on entend régulièrement Ouais, au c'est vrai. quotidien. Donc c'est quand même assez, enfin particulièrement utile et je pense que voilà, enfin moi j'avais jamais entendu ça. Donc merci. Bah, génial, super, ça me fait plaisir. Top. Est-ce que Esteban, est-ce qu'on peut parler un peu de toi? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui toi t'a vraiment intéressé à l'hypnose et puis en plus à ton très jeune âge quand tu avais 14 ans du coup? Oui, c'est ça. J'ai découvert en fait un spectacle de Mesmer, l'hypnotiseur, que beaucoup connaissent en France. Je suis allé voir ça, je me suis dit, il faut arrêter les bêtises quand même, c'est pas possible son truc. Si vraiment ça c'est possible, il y a un monde qui est ouvert derrière. Donc, de manière un petit peu douteuse, j'ai ouvert un livre et puis j'ai lu. J'ai vu à peu près ce que c'était. J'ai fait bon, par précaution, je vais lire un second livre, puis un troisième, et j'étais piqué, j'ai lu un quatrième. Ouais. Et au bout d'un an, je me suis dit, bah, faudrait peut-être expérimenter parce que ça a l'air vraiment incroyable ce truc. Et puis, bah, voilà, on colle les doigts de sa mère au début, et puis de ses amis, et puis après, on fait des expériences un peu plus amusantes. Au début, j'ai commencé dans l'hypnose de spectacle. Ouais. Et petit à petit, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, au-delà de l'hypnose de spectacle, on peut vraiment permettre à chacun de pouvoir évoluer et passer un cap dans sa vie avec ça. Donc, bah, c'est la dynamique que j'ai prise et je me dis, bah, je vais aller jusqu'au bout, quoi. Je sais que c'est ce qui est en moi, je sais que c'est plutôt facile en moi, donc je fonce. Ouais. Et ça te branche. C'est-à-dire que ce qui te motive au fond de toi, c'est cette contribution aussi pour les autres. Complètement. Mais en fait, c'est de vraiment permettre à chacun d'accéder à ce dont il est capable. De voir vraiment la personne se dire « mais en fait, j'étais capable de ça sans le savoir » et qu'elle puisse le faire, qu'elle puisse vraiment développer son potentiel, quoi. Ça me fascine. Je trouve ça vraiment lumineux, on va dire, d'une certaine manière. Oui, non, je te rejoins aussi. C'est-à-dire qu'on on est tellement bloqué par des choses simplement parce qu'on n'a pas la réponse et on peut passer toute une vie en fait bloqué par des choses triviales en fait. Au bout du compte, quand tu arrives à la fin de ta vie et que tu regardes le temps que tu as passé à être bloqué, c'est une perte énorme. J'ai constaté ça, mais en plus, j'ai constaté ça d'autant plus que je travaille dans une thalassothérapie où en fait, je propose des séances individuelles. Il y a des petites affiches dans la thalasso au Gros du Roi, à côté de chez moi, et des personnes qui viennent se faire masser, qui viennent à l'hôtel, vont pouvoir profiter en même temps d'une séance d'hypnose. Et en fait, il y a des personnes assez âgées. Et je me suis rendu compte d'un nombre incalculable de personnes de 80 ans, 85 ans, qui arrivaient, qui me disaient « Écoutez, je suis en train de revivre toutes les émotions de ma vie qui m'ont perturbé. Il se passe quelque chose et j'ai aucun outil, je ne sais pas ce qui se passe au fond de moi. » Je voyais ces personnes en détresse profonde. Et quand on commençait une séance d'hypnose à juste porter légèrement d'attention sur l'écoute de soi, l'écoute de l'inconscient, qui n'était pas du tout dans les normes et dans les dogmes avant nous, quoi, dans les personnes de 80 ans, elles découvrent un nouveau monde et elles se disent « Mais en fait, il y avait ça. C'est pas possible que j'ai pas pu y avoir accès avant. » Et je vois à quel point ces personnes sont touchées par tous les événements de vie qu'elles ont outrepassés, dépassés sans porter attention à ça, alors que ça avait un réel impact sur eux. Et donc, je constate ça même à 80 ans, quoi. Donc, mon but, et ton but aussi, c'est de pouvoir les accompagner pour qu'à 80 ans, on soit tranquillou, quoi. Exactement. Bien sûr. Et quels sont... Est-ce que toi, tu as trouvé, enfin, sur le chemin, est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que qu'est-ce qui était un peu compliqué pour toi sur le chemin? Alors,
Ce qui est intéressant aussi, enfin, c'est ce qui est intéressant. Ce qui est compliqué, c'est que les personnes au début sont très douteuses de l'hypnose. Elles montrent des doutes, elles montrent des résistances. Mais au début, ça a été difficile pour moi, ça, parce que je ne savais pas exactement comment lever ces résistances. Maintenant, c'est juste un plaisir d'avoir une personne qui a des résistances, parce que ça montre, s'il y a une résistance, s'il y a un mur quelque part, c'est qu'il y a une brèche à côté. Donc, il faut simplement pouvoir découvrir ce mur pour comprendre la brèche. Ça m'a posé des questions intérieures pendant pas mal de temps. Et puis ça sépare aussi d'un grand monde de la psychologie en France. Et c'est malheureux, parce que la psychologie en France n'est pas forcément entièrement ouverte à la pratique de l'hypnose. Tant les deux grands thèmes de la psychologie en France, c'est donc la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, et la psychanalyse, sont les deux grandes écoles. Et on se rend compte que la TCC a dit non, mais l'hypnose, c'est de la psychanalyse, et la psychanalyse a dit non, mais l'hypnose, c'est de la TCC. Et on se retrouve dans un juste milieu où, au final, on est un peu reclus des deux. Et il faut vraiment y aller par soi-même, c'est-à-dire qu'il faut devenir indépendant, et ça, il faut admettre que c'est pas simple. Moi, je me suis lancé à fond dedans, mais il faut admettre que ça amène quand même certaines difficultés. Oui, d'accord. Donc c'est vraiment, en fait, c'est sur le chemin, on retrouve quand même parfois, aussi bien chez les clients que chez les collaborateurs, des gens qui pourraient être potentiellement sceptiques. Et ça pourrait être un peu une barrière, en fait. Oui, c'est ça. Après, mais moi, franchement, les sceptiques, c'est presque ceux que j'apprécie le plus hypnotiser maintenant, tellement c'est amusant. Et ils me disent, non, mais moi, j'arrive parce que ma femme, elle m'a pris une séance, mais je ne crois pas du tout à l'hypnose. Et juste après, ils sont les yeux fermés comme ça. Ils ont la main qui bouge toute seule. Et ils sont surpris, quoi. Ils sont heureux parce qu'ils ne sont pas habitués souvent à apporter d'attention aux émotions. Et du coup, c'est 2 fois plus un grand plaisir, quoi. Oui, je suis d'accord. Et puis surtout quand on a vraiment, tu sais, cette croyance profonde, cette conviction profonde que ce qu'on fait peut avoir un impact sur le niveau d'épanouissement et puis sur la réussite d'une personne, en fait, c'est trivial, quoi. C'est trivial. Complètement. C'est limpide, mais c'est maintenant, j'ai plus cette question-là. Au début, j'avais beaucoup de personnes qui me disaient, mais à ton âge, t'es sûr que tu peux hypnotiser des gens, etc. Au final, avec l'expertise et le fait de pouvoir avancer, d'apprendre, d'être vraiment déterminé, quoi. Mon âge rentre même plus en compte, j'y pense pas. J'hypnotise des personnes de 60 ans, 70 ans, 80 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans difficulté, parce que quand tu es assez sûr de toi, quand tu sais où tu vas, c'est comme dirait Kylian Mbappé, moi tu me parles pas d'âge. le but, c'est de vraiment y aller et de foncer, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a, toi, quelque chose que tu fais, tu sais, en début de séance ou en début d'intervention pour, tu sais, rapidement obtenir l'attention d'une personne, tu vois? C'est un petit secret, ça. Non, en fait, au début d'une séance, il y a ce qui s'appelle dans l'hypnose un pré-talk, ou avant parler. Et en fait, dans ce pré-talk, le but, c'est de prendre la température, de voir comment la personne fonctionne, de voir ses ressentis, sa manière de ressentir et tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on commence à devenir un petit peu habitué à pratiquer l'hypnose, on peut déjà mettre la personne dans un état de conscience modifié et moduler l'attention à travers le pré-talk. Donc en fait, quand on a fini le pré-talk, la personne se dit, bon, on y va. Et en fait, elle y est déjà. Et elle est déjà partie dans l'état d'hypnose. Mais d'ailleurs, on peut le constater facilement. Vous avez déjà vu des spectacles où l'hypnotiseur, il fait « et tu dors maintenant ». Et quand il claque des doigts, la personne dort. Si la personne accède à la suggestion de dormir, c'est qu'elle était déjà dans un état d'hypnose avant, et c'est pour ça qu'elle a accédé à la suggestion. Elle passe pas en état d'hypnose comme ça, comme un bouton au moment où la personne dit dort. C'est comme quand nous, on s'endort, on passe pas vraiment de réveil, dormir. C'est assez progressif. Et en fait, on peut jouer sur ça pour pouvoir amener la personne direct dans un état d'hypnose. D'accord. Alors, Esteban, est-ce que, donc, tu vois, on parle vraiment quand même d'accompagner des gens pour des vies plus épanouies. Est-ce que, pour toi, c'est quoi le manque aujourd'hui? C'est-à-dire que où est-ce qu'on peut le plus vraiment aider des gens à être épanouis? C'est quoi les principaux blocages ou sources de souffrance, tu vois? Ouais, dans notre monde actuel? Ouais. Ouais, pour moi, dans le monde actuel, dans le monde où on est parti dans une dynamique sociétale générale, parce que maintenant, avec le principe d'Internet, mondialisation, c'est vraiment mondial, les changements qu'on peut mettre en place. On est parti dans une période de déconstruction. On déconstruit les dogmes, on déconstruit les pensées, on déconstruit les identités, on déconstruit tout. Tout ce qui peut être construit et qui a été construit est déconstruit, analysé, compris à travers la science aussi. On est vraiment dans une période de démantèlement.
C'est une phase qui est importante et intéressante. Si je fais le lien avec la thérapie, on va déconstruire un petit peu les croyances limitantes, les choses, on va les analyser, les comprendre, regarder de manière différente. C'est hyper important de passer par cette période de déconstruction. Mais ce qui est 2 fois plus important, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on doit être construit derrière quand même, de faire des fondations au-dessus. En fait, les personnes sont dans une dynamique de déconstruction sans entamer de construction par la suite, sans assumer une personnalité, sans assumer un rôle, une décision, une existence. Et c'est ça, je pense, qui cause des maux et des souffrances énormes dans notre monde. C'est qu'on est dans cette période de déconstruction où on est dans la dynamique presque violente de déconstruire sans penser à reconstruire derrière. Donc je pense que chacun devrait se poser et se dire qui j'ai envie d'être, qui je suis. Et c'est aussi ce que tu permets à travers ta chaîne. Donc c'est ça que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. C'est de permettre à chacun d'aller dans la dynamique de construction. Parce qu'effectivement, la déconstruction, c'est bien, mais que pendant un temps. Et pour être sûr de te suivre et d'être aligné avec toi, quand on parle de déconstruction, on parle de prise de conscience des mots MAUX de la société, des injonctions, des différentes pressions qu'il y a au niveau de la société sur nous, aussi bien d'un point de vue thérapeutique, donc dans notre inconscient, mais également sur notre style de vie qu'on a actuellement. Et donc on cherche beaucoup à s'ériger, à outrepasser ça. Et donc c'est si je veux, sans entrer dans une discussion politique, mais c'est sur l'affirmation de nos droits, l'affirmation de ce à quoi on peut prétendre et chercher à être entièrement libre. Et derrière, sans forcément se poser la question de l'autre côté, le pendant qui est les responsabilités et la contribution que je veux avoir dans le monde. Exactement. Alors, c'est plus coûteux mentalement, donc c'est normal que intuitivement on n'aille pas y le faire parce que c'est coûteux. C'est un système 2 pour ceux qui aiment la psychologie cognitive. C'est quelque chose qui va coûter, qui va être difficile à mettre en place parce qu'il faut prendre des responsabilités. Et ça, c'est difficile. Mais en fait, pour pouvoir avancer et passer dans un nouveau dogme, des dogmes peut-être qu'on pourra plus facilement mettre de jeu et de lest à l'intérieur, il va falloir passer par cette période. Mais même, tu parlais de déconstruction sociétale, même identitaire. On le voit qu'il y a des envies de vouloir aller de l'avant à travers la déconstruction de l'homme, de la femme, de beaucoup de choses. Mais au final, il faut quand même arriver à construire. Parce que sinon, si on reste dans cette période déconstruite, on entre dans des phases dépressives et des phases difficiles à vivre. Et il y a, si on aborde ça avec le spectre des besoins, finalement, on est drivé pour réaliser cette déconstruction parce qu'on se sent limité, on se sent en manque de liberté, on peut avoir ce genre de besoin. Et quand on s'en affranchit, ensuite, je pense que tu vois, on est très vite confronté au fait que le besoin suivant qui n'est pas assouvi, c'est quand même celui de donner du sens, celui de se transcender, celui de contribuer. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de suite quelque part. Il y a une sorte de séquencement en fait. Après la déconstruction, ça a toujours fonctionné comme ça dans l'histoire. On le voit dans La psychologie des foules de Gustave Le Bon, là, qui a été écrit en 1800 et quelques, 1890, je crois, 95. On voit qu'il est déjà en train de décrire ces périodes de déconstruction, de reconstruction. Alors lui, c'est peut-être un petit peu au niveau politique, dans le sens, il dit qu'il y a peut-être du communisme qui est en train d'arriver, quelque chose de différent et tout ça. Donc, il parle de ces périodes de déconstruction, reconstruction, des dogmes et de leur fonctionnement. Et on voit que c'est quelque chose qui se répète tout au long de l'histoire, comme souvent on entend cette vidéo sur Internet, l'histoire se répète, etc. Et ben, en fait, c'est complètement ça, parce qu'il y a cette période de déconstruction pour refaire quelque chose de nouveau. Mais maintenant qu'on est dans cette dynamique de mondialisation où tout est pareil partout, eh ben, la variable identitaire disparaît aussi et se dilue. Et alors effectivement, pour reboucler sur le thème et aussi pour faire le parallèle avec les difficultés de notre ère, est-ce que tu vois des sources d'opportunités aussi ? Ouais, le fait de déconstruire permet de reconstruire mieux, de base, à la base. Donc ça veut dire que si on met les bonnes choses en place, si on prend des responsabilités de la bonne manière, on va pouvoir construire une vie qui nous est propre et qui est importante. On n'a jamais eu autant de possibilités d'évolution qu'aujourd'hui, en fait. Les personnes, je parle de milieu occidental, évidemment, en tout cas développé. Donc, on peut, en fonction des outils qu'on a sur Internet, accéder à ce que l'on souhaite. Donc, autant être dans l'action et foncer. Ça, c'est une possibilité et un potentiel que je vois de nos jours. Et qu'il n'y avait pas il y a encore 20 ans. Jamais.
Alors, on parle d'apprendre, on parle sur Internet. Est-ce qu'il y a des choses... Alors, toi, c'est quand même... c'est vrai que c'est différent puisque dès 14 ans, en fait, tu as été exposé. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé apprendre à l'école que, voilà, nous, aujourd'hui, on ne nous apprend pas à l'école? Bah, déjà qu'il y avait un truc à l'intérieur de moi qui prend des décisions qui sont différentes de mon conscient et qui s'appelle un inconscient. Ok. Ça aurait été un peu aidant, intéressant de le savoir quand même. Je suis bien d'accord. À quel âge tu penses qu'il faudrait nous apprendre ça? Au lycée? Au collège? Au collège, je pense que c'est la bonne. Collège. Vers la 5e, 4e, je pense qu'il y a une étape psychologique qui se passe à ce moment-là. Ouais. Après, la difficulté, parce qu'il faut quand même regarder les difficultés, c'est que souvent, du coup, l'enfant pourra se déresponsabiliser vers l'action de l'inconscient. Et ça, c'est possible. Donc, il faut aussi des profs et des gens préparés qui puissent accueillir l'information sans juste dire il y a un truc à l'intérieur de vous qui dirige et c'est pas vous, donc vous êtes victime et vous pouvez pas être acteur de votre vie. Ça peut aussi porter préjudice dans ce côté-là. Mais si les adultes, on va dire, les profs sont éduqués à ce concept quand même de quelque chose à l'intérieur de nous, effectivement, on peut tellement faire évoluer la société de cette manière-là. D'accord. Et alors, dans ce cours-là, imagine, on va avoir 1 heure de cours sur l'inconscient. De quoi on parlerait? On parlerait de la suggestion, on parlerait de la manière dont on peut influencer l'inconscient, comment ça fonctionne, comment est-ce que c'est possible de pouvoir envoyer un message à l'inconscient, même sans passer par le conscient, sans que le conscient s'en rende compte. On parlerait aussi de comment est-ce que l'inconscient fonctionne, quels sont ses paramètres de décision, qu'est-ce qui fait qu'il va aller à droite ou à gauche, qu'est-ce qui fait qu'il nous influence et pourquoi est-ce que parfois il n'est pas d'accord avec le conscient. Déjà, c'est pas mal en 1 heure. Oui, non, c'est pas mal, je suis d'accord. Ok, est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voulais évoquer et dont on n'a pas évoqué, peut-être par rapport à l'hypnose ou même pas du tout, hein, comme tu veux? Sur l'hypnose, moi je suis toujours prêt, je suis une fusée, tu sais, je pourrais en parler pendant des heures. Donc effectivement, ça va être difficile de choisir un thème précis. En tout cas, c'est intéressant de pouvoir porter justement davantage d'attention au principe de suggestion, de savoir que dans les mots, dans les phrases, on peut envoyer des phrases qui vont juste dans votre inconscient et pas dans votre conscient, qu'on peut influencer directement. Et juste le fait de prendre cette petite action, de prendre du recul, de regarder la phrase et de se dire tiens, elle a activé ça chez moi, de regarder le champ lexical, la manière dont c'est dit, le ton, la voix, ça nous permettra déjà d'avoir une meilleure conscience de nous-mêmes et c'est inspiré de l'hypnose, mais ça permettra d'évoluer, je pense, de la meilleure des manières. Je me permets tu vois, pendant qu'on a eu cette discussion, je me suis dit peut-être qu'on peut renforcer une partie, c'est la praticalité, c'est-à-dire les bénéfices de l'hypnose pour l'audience. Quels sont donc les sujets pour lesquels quelqu'un pourrait venir te voir et te dire voilà Esteban, j'aimerais faire de l'hypnose. Est-ce que tu peux détailler un peu plus ça? Complètement. Du coup, il y a les peurs, les émotions, la gestion émotionnelle de manière générale. Ça veut dire pouvoir apaiser une peur s'il y en a une, apaiser une anxiété, un stress. On peut aussi apaiser des tristesses, écouter des messages, ressentir. Souvent, il y a une personne qui me dit je sens qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ce sentiment-là, on peut l'observer en état d'hypnose. On peut aussi aller voir des phobies. On peut aller voir des anxiétés plus généralisées aussi. Des tristesses avec des syndromes dépressifs, c'est aussi possible, dans la limite évidemment avec d'autres professionnels en même temps. Et on peut, sur des schémas cognitifs, donc de manière plus analytique, plus cognitive aussi, agir pour mettre du lest, par exemple sur les personnes qui ont des TOC, qui sont obligées d'aller faire quelque chose, personnes qui ont des manières comme ça, des dysfonctionnements en fait, de vie d'une certaine manière, ou quelque chose en tout cas qui porte atteinte et porte peine à la personne. On peut aller le moduler, essayer de voir si on peut mettre du lest à l'intérieur pour mieux gérer ces systèmes-là. Ok, très clair, très clair. Donc vraiment une panoplie assez large sur laquelle on peut travailler. Souvent, j'ai le sommeil aussi, et la cigarette, c'est vrai. J'en parle pas souvent, c'est ça, mais c'est fréquent aussi. C'est comme ça que l'hypnose a été connue, pour arrêter les addictions. Et donc, par exemple, sur l'arrêt du tabac, ça serait quelque chose comme finir avec un schéma de pensée dans lequel on associe plutôt de la souffrance à la cigarette et non pas du plaisir. Ça serait quelque chose comme ça? Alors, il y en a certains qui le font, mais moi, je ne considère pas que ce soit sain de le faire avec la souffrance parce que ça va envoyer une suggestion dite négative, c'est-à-dire que ça va induire quelque chose de négatif. En fait, on va plutôt passer par « Ok, qu'est-ce que ça te permet vraiment, la cigarette ? Pourquoi est-ce que tu en as besoin ? On va écouter ce besoin-là.
on va pouvoir lui dire, bah, écoute, la réponse à ce besoin, c'est peut-être pas forcément la bonne parce qu'elle porte atteinte au corps et au conscient. Donc, peut-être que tu pourrais décaler ça et puis apaiser le besoin qu'il y a et changer la clope par quelque chose d'autre, de différent, peut-être faire plus de sport et simplement moduler ça et écouter peut-être toutes les raisons qui font que la personne a envie de fumer. En final, hier, c'était une personne qui aimait bien faire fuir une femme qui aimait bien faire fuir son mari parce qu'elle soufflait de la fumée dans la maison et ça permettait d'avoir un petit peu plus d'air. Et du coup, tout de suite, on comprend, ça y est, avoir un petit peu plus d'air, un espace à toi, peut-être un cocon. Et en fait, commencer à interagir comme ça pour pouvoir apaiser cette addiction qui est en fait un but souvent et une raison d'être. D'accord, très clair. Merci. Esteban, est-ce que tu as des projets par la suite, dans les mois à venir, dans les années à venir? Oui, j'en ai pas mal des projets à venir. Sens-toi libre, hein, oui. Mais on va dire que de manière générale, le but, c'est quand même de créer une formation d'hypnose par Internet. Et en fait, j'aimerais vraiment créer quelque chose d'immersif que je suis en train de construire actuellement. Et j'accompagne 4 padawans. Je devais en avoir 5, mais la 5e s'est désistée. J'accompagne 4 padawans à travers des cours. Oui. Et comme ça, je construis une formation vraiment en qualité pour permettre à chacun de pouvoir développer une compétence autour de l'hypnose ou de l'hypnose directement thérapeutique. J'accompagne aussi des psychologues pour avoir un outil en plus, avancer dans la vie avec ce formidable outil qui est de parler à l'inconscient, en fait. Ouais. Ça, c'est un des thèmes quand même importants, en parallèle des audios d'hypnose que je pourrais proposer à la communauté. Une chaîne pour démocratiser l'hypnose sur YouTube aussi. Et un centre, et puis on verra au long terme, en tout cas, il y a encore plus de projets qui viennent, mais surprise. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Merci encore, Esteban, c'était un plaisir de t'avoir. C'était un plaisir partagé, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci.